juste avant ma pendaison de crémaillère, dans ma propre villa, mes parents m'ont annoncé qu'ils l'offraient à mon frère. Face à son sourire suffisant, ma réponse a été immédiate, j'ai appelé la sécurité pour les faire escorter dehors. Leur visage pâle. C'était un vendredi après-midi dans les collines de l'Ouest, près de Toulouse. Le soleil commençait à peine à descendre sous l'horizon, projetant cette incroyable lumière dorée sur la vallée. J'avais 34 ans, et après plus de 10 ans à me casser le dos en tant que promoteur immobilier commercial, j'avais enfin terminé de construire la maison de mes rêves. C'était un sanctuaire moderne et minimaliste tentaculaire, perché sur une falaise. Chaque détail, depuis les sols en marbre italien importés jusqu'aux panneaux de verre personnalisés du sol au plafond qui surplombaient la ville, avait été payé avec mon sang, ma sueur et d'interminables nuits blanches. Le lendemain devait être ma fête officielle de pendaison de crémaillère. J'avais un traiteur haut de gamme qui venait, des amis qui arrivaient d'autres régions, et pour la première fois de ma vie, j'avais vraiment l'impression d'avoir réussi. J'ai garé ma camionnette dans l'allée longue et sinueuse, m'attendant à la tranquillité d'une maison vide pour faire une dernière inspection. Au lieu de cela, j'ai vu 3 voitures garées nonchalamment dans mon allée. L'une appartenait à mes parents, et les 2 autres à mon jeune frère, Grégoire, et à sa toute nouvelle fiancée, Manon. Mon estomac s'est instantanément noué. Je ne leur avais pas donné le code d'accès au portail, ni la clé numérique de la porte d'entrée. Mais en montant les marches flottantes en béton, j'ai vu la lourde porte en chêne personnalisée grande ouverte. J'ai entendu le faible son de musique jazz jouant de mon système domotique et le tintement distinct de verre en cristal. Je suis entré dans le hall et j'ai figé. La scène qui se déroulait dans mon salon était si absurde qu'elle semblait être une hallucination. Mon père était debout près du grand îlot de cuisine, tenant un verre de mon whisky de 20 ans le plus cher. Ma mère se promenait dans l'espace de vie ouvert, pointant les murs et parlant avec animation à Manon de l'endroit où elle devrait placer d'horribles tableaux abstraits qu'elle avait vus en ligne. Et debout au milieu de tout cela, portant un costume en lin de designer qu'il ne pouvait absolument pas se permettre, se trouvait mon frère de 24 ans, Grégoire. Il tenait un mètre ruban, agissant comme s'il calculait la superficie pour son nouveau bureau. Je n'ai pas crié. Je n'ai pas hurlé. Dans l'industrie de la construction commerciale, j'ai appris très tôt que celui qui perdait son sang-froid en premier perdait toute la négociation. J'ai traversé lentement le sol en marbre, mes lourdes bottes de travail faisant un son aigu et délibéré qui résonnait dans les hauts plafonds. La musique s'est arrêtée brusquement. Mon père s'est retourné, faisant tournoyer le whisky dans son verre, et m'a regardé avec une expression de léger agacement, comme si j'étais un entrepreneur interrompant sa visite privée. Avant même que je puisse demander comment ils avaient contourné mon système de sécurité, mon père a éclairci sa gorge. Il m'a regardé avec cette expression sérieuse et autoritaire et a prononcé les mots qui allaient finir par brûler toute notre dynamique familiale. Il a dit, « Clément, nous sommes contents que tu sois là. Nous avons pris une décision familiale. Nous donnons cette maison à ton frère. C'est son cadeau de diplôme. » Je l'ai juste regardé. J'ai littéralement pensé qu'il plaisantait. Je lui ai demandé de répéter ce qu'il venait de dire. Ma mère s'est rapidement avancée. Elle avait cette terrible habitude manipulatrice d'utiliser une voix douce et mielleuse chaque fois qu'elle essayait de me forcer à abandonner quelque chose que j'avais gagné. Elle a posé une main sur mon bras et m'a dit d'être raisonnable. Elle a dit que Grégoire venait d'obtenir son master en administration des affaires et en architecture. Elle a dit qu'il était maintenant un érudit, un homme avec une vision massive et qu'il avait besoin d'un quartier général à la hauteur de son immense potentiel. Elle m'a en fait regardé droit dans les yeux et a dit, « Clément, tu n'es qu'un constructeur commercial. Tu travailles avec le béton et la terre. Tu peux vivre dans un appartement normal et te construire une autre maison plus tard. Mais Grégoire a besoin de cet endroit pour impressionner des investisseurs de haut niveau. Cette maison est parfaite pour qu'il lance son entreprise. Il est juste que tu aides ton frère à réussir. » J'ai déplacé mon regard vers Grégoire. Il n'avait jamais travaillé un seul jour de dur labeur de toute sa vie. Tout ce qu'il possédait avait été acheté avec les cartes de crédit de mes parents. Il a croisé les bras, s'est appuyé contre mon coûteux comptoir en quartz et m'a fait un sourire si écœurant qu'il m'a donné la chair de poule. Il m'a dit de ne pas être amer. Il a utilisé de grands mots-clés d'entreprise, parlant d'allocation stratégique d'actifs et de synergie familiale, agissant comme s'il me rendait un immense service en volant la maison que j'avais construite de A à Z. Il a dit que je devrais être honoré de contribuer à l'héritage familial. J'ai souri en retour, un sourire lent et glacial.
Ils n'avaient aucune idée qu'ils venaient de sceller leur propre destruction absolue. Que faites-vous lorsque les personnes censées vous protéger décident de vous voler en plein jour? Pour vraiment comprendre pourquoi je ne les ai pas simplement jetés physiquement par la porte d'entrée à ce moment-là, vous devez comprendre le musée de douleur dans lequel je vivais depuis mon adolescence. Je me suis tenu là, dans mon beau salon calme, regardant ma mère, et mon esprit a violemment flashé à travers des années de manque de respect incessant. J'étais l'enfant invisible, le bourreau de travail, le marchepied destiné à être piétiné pour que l'enfant chéri puisse briller. Quand j'avais 19 ans, je travaillais des équipes de 12 heures à ossature des maisons sous la chaleur étouffante de l'été occitan, à 40 degrés Celsius. Mes mains saignaient constamment. Mon dos me faisait toujours hurler de douleur, mais je m'en fichais. J'ai économisé chaque billet froissé et chaque chèque de paie pour acheter une vieille camionnette Renault de 1998. Cette camionnette n'était pas seulement un véhicule. C'était ma bouée de sauvetage absolue. C'est ainsi que je transportais de lourds matériaux, que je me rendais sur des chantiers éloignés, et comment je prévoyais de lancer ma toute première entreprise de sous-traitance indépendante. C'était ma fierté et ma joie. Un après-midi, je suis rentré d'un quart de travail épuisant pour trouver mon allée complètement vide. J'ai paniqué. J'ai pensé que quelqu'un avait volé mon seul moyen de subsistance. Quand je me suis précipité à l'intérieur de la maison, mes parents étaient assis calmement à la table de la cuisine, buvant du café. Mon père a levé les yeux avec désinvolture et m'a dit qu'il avait vendu ma camionnette à un gars dans la rue. Je ne pouvais pas respirer. Je lui ai demandé pourquoi il ferait quelque chose d'aussi incroyablement illégal et cruel. Il m'a dit que Grégoire, qui n'avait que 15 ans à l'époque, avait été accepté dans un programme d'échange d'été fantaisiste en Europe. Ils avaient besoin d'argent supplémentaire pour son vol et ses dépenses quotidiennes, et ils pensaient que je pouvais simplement prendre le bus public pour me rendre sur les chantiers de construction. Quand j'ai perdu la tête, hurlant et pleurant qu'ils avaient vendu ma subsistance, ma mère a en fait commencé à pleurer elle-même. Elle m'a traité de frère égoïste et horrible. Elle a dit que j'essayais de ruiner l'avenir prometteur de Grégoire pour un morceau de métal rouillé. J'ai dû marcher 5 kilomètres jusqu'à l'arrêt de bus à 5 heures du matin pendant les 2 années suivantes. Puis il y a eu le jour où j'ai enfin lancé ma propre entreprise de développement commercial. J'avais 25 ans. J'ai loué un petit bureau délabré directement au-dessus d'une teinturerie bruyante. L'endroit entier sentait les produits chimiques agressifs, mais c'était le mien. J'ai acheté une bouteille de champagne bon marché et une pile de gobelets en plastique au supermarché, espérant que ma famille passerait ne serait-ce que 5 minutes pour célébrer le plus grand jalon de ma vie. Je suis resté assis dans ce bureau étouffant et non climatisé jusqu'à 21 heures. J'ai regardé l'horloge tourner au mur. Personne n'est venu. Pas un seul appel téléphonique. Quand j'ai finalement abandonné, j'ai verrouillé la porte et j'ai conduit jusqu'à la maison de mes parents. Je les ai trouvés en train d'organiser une immense et somptueuse fête dans leur jardin. Il y avait des traiteurs et des ballons partout. C'était une fête d'anniversaire pour le Golden Retriever de race pure de Grégoire. Ils avaient complètement oublié le lancement de mon entreprise. Mais le souvenir qui me piquait le plus, celui qui avait un goût de cendre amère dans ma bouche chaque fois que je regardais mon frère, s'est produit il y a 3 ans à l'occasion de Thanksgiving. Je venais de virer discrètement 10 000 € à mes parents pour les aider à réparer leur toit qui s'effondrait parce qu'ils étaient ruinés. Nous étions assis autour de la table en train de manger de la dinde. Grégoire était de retour de son coûteux collège privé, se vantant bruyamment de sa fraternité d'élite et de son réseau de haute société. La famille de Manon était là aussi. Quelqu'un a demandé ce que je faisais ces jours-ci. Avant même que je puisse ouvrir la bouche pour répondre, Grégoire a éclaté de rire et a pointé sa fourchette vers moi. Il a dit à toute la table, « Oh, Clément n'est qu'un simple maçon. C'est un salisseur de boue. » Il a pointé mes mains, qui étaient en permanence calleuses, cicatrisées et tachées par le travail sur un grand chantier commercial. Et il a dit que c'était dommage que je n'ai pas l'intellect nécessaire pour des études supérieures. Mes parents ont ri avec lui. Ils sont restés assis là à rire de l'homme dont l'argent maintenait littéralement le toit au-dessus de leur tête, tout en faisant l'éloge du garçon qui dépensait activement leurs économies de retraite en fêtes de fraternité et en vêtements de luxe. Donc, debout dans ma maison à 1,5 million d'euros, les regardant essayer de réclamer le prix ultime de toute ma vie, j'ai réalisé que ce n'était pas une nouvelle trahison. Ce n'était que le grand final d'un spectacle de 30 ans. La colère en moi a cessé d'être chaude et chaotique, elle s'est transformée en glace. Avez-vous déjà regardé votre propre famille et réalisé qu'elle ne vous voyait pas comme un être humain,
mais seulement comme une ressource à consommer? Avez-vous déjà ressenti cette profonde et glaciale solitude? Je suis revenu au moment présent. Le silence dans la pièce était suffocant. Grégoire marchait déjà vers le grand îlot de cuisine, passant ses mains douces et manucurées sur les comptoirs en granit blanc, parlant nonchalamment à Manon de l'endroit où il allait installer sa machine à expresso haut de gamme et sa table à dessin d'architecte. Il me traitait littéralement comme un fantôme dans ma propre maison. J'ai sorti mon téléphone de ma poche. J'ai lentement ouvert mon application bancaire sécurisée et mon coffre-fort de documents cryptés. J'ai marché jusqu'à l'îlot de cuisine, me plaçant juste entre Grégoire et ma mère. J'ai tenu le téléphone de manière à ce que l'écran lumineux soit à quelques centimètres de leur visage. Je leur ai dit de le lire à haute voix. Mon père a mis ses lunettes de lecture et a plissé les yeux devant l'écran. C'était la copie numérique notariée de l'acte de propriété. Il indiquait clairement l'adresse et juste en dessous, il était écrit « Clément, propriétaire unique ». Ensuite, j'ai glissé l'écran vers mon compte professionnel principal. Je les ai laissés regarder le solde final. Il était de plus de 20 millions d'euros. J'ai vu leurs yeux s'écarquiller sous le choc absolu. Pendant des années, ils avaient supposé que je me débrouillais à peine, gagnant un salaire décent mais modeste de travailleur manuel. Ils n'avaient jamais pris la peine de s'intéresser à ma vie, alors ils n'avaient jamais appris que ma société immobilière commerciale avait construit et possédait la moitié des centres commerciaux de luxe du district ouest. J'ai regardé mon père et j'ai parlé d'une voix si incroyablement froide qu'elle aurait pu briser du verre. Je lui ai dit, cette maison m'appartient. Pas un seul centime de votre argent n'y a été investi. Pas une seule goutte de la sueur de Grégoire n'est dans ces murs. Personne ne déménage ici, sauf moi. Le visage de mon père s'est immédiatement empourpré de colère furieuse et indignée. Il détestait absolument être contesté, surtout par le fils qu'il considérait comme inférieur à lui. Il a fouillé dans la poche de sa veste de designer, a sorti une feuille de papier d'imprimante bon marché pliée et l'a claquée sur le comptoir en granit. Il a dit que c'était un accord de transfert de propriété. Il a dit qu'il avait demandé à un ami de le rédiger. Il m'a dit que je devais juste le signer tout de suite et qu'il s'occuperait du notaire le matin. Je l'ai regardé, véritablement sidéré par l'étendue de sa pure et simple illusion. Je lui ai demandé pourquoi diable je signerais ma maison. C'est alors que Grégoire s'est avancé, abandonnant son air de PDG arrogant et passant directement au chantage émotionnel. Il a dit que je devais le faire. Sa voix était empreinte de panique. Il a avoué qu'il avait déjà dit aux parents incroyablement riches de Manon que c'était sa maison. Il m'a regardé avec un désespoir absolu et a dit, si je n'ai pas cette maison à leur montrer, son père n'investira pas son capital risque dans ma nouvelle entreprise. Le mariage sera annulé. Je serai ruiné. Ma mère a commencé à pleurer. Pas de fausses larmes cette fois, mais de vrais sanglots paniqués. Elle a serré fortement ma main calleuse. Elle a avoué qu'ils avaient contracté d'énormes prêts à taux d'intérêt élevés sur leur propre maison pour payer le master de Grégoire et la bague de fiançailles massive en diamant qu'il avait achetée pour Manon. Elle a dit qu'ils étaient complètement accablés par les dettes. Elle m'a dit que si Grégoire n'obtenait pas cette maison pour garantir l'énorme investissement de la famille de Manon, mes parents feraient défaut sur leurs prêts et perdraient leur propre maison au profit de la banque. Elle a sangloté de manière incontrôlable, disant que j'étais riche. J'avais 20 millions d'euros. Je pouvais me permettre d'encaisser le coup, mais si je disais non, je serais seul responsable de la destruction de toute la famille. Ils pensaient m'avoir parfaitement acculé. Ils pensaient que l'utilisation de leur propre ruine financière imminente comme arme me ferait céder, tout comme je l'avais fait quand j'avais 19 ans et qu'ils avaient vendu ma camionnette. Mais le garçon qui avait pleuré sa camionnette volée était mort. L'homme qui se tenait devant eux ne ressentait absolument rien d'autre qu'un dégoût pur et simple. J'ai retiré ma main de ma mère. J'ai ramassé le faux accord de transfert pathétique, les déchiré en deux et laissé tomber les morceaux sur le sol. Je leur ai dit qu'ils avaient exactement 1 minute pour quitter ma maison avant que je ne déclenche l'alarme de sécurité silencieuse et que la police ne les expulse pour intrusion. Grégoire a commencé à crier, me traitant de monstre égoïste et sans cœur. Mon père a attrapé ma mère en pleurs par le bras et l'a traînée hors de la porte, jetant d'horribles malédictions par-dessus son épaule. J'ai verrouillé la lourde porte en chaîne derrière eux. Mais en regardant leur voiture s'éloigner rapidement dans l'allée, je ne me suis pas senti victorieux. J'ai ressenti une angoisse persistante. Je connaissais Grégoire. Il était désespéré et acculé, et les rageux ne s'en vont pas simplement.
J'ai sorti mon téléphone et j'ai immédiatement appelé Vincent. Vincent n'était pas seulement mon associé. Il était le mentor que je n'avais jamais eu. C'était un vétéran de 40 ans du secteur de l'immobilier commercial qui avait soutenu mon tout premier projet indépendant alors que personne d'autre en ville ne me donnerait une seconde chance. Le lendemain matin, j'étais assis dans son bureau d'angle en hauteur dans le centre-ville de Toulouse, regardant l'horizon tentaculaire de la ville. La climatisation ronronnait doucement en arrière-plan. Je lui avais tout raconté la nuit précédente lors d'un appel téléphonique frénétique, et il m'avait dit de me rendre à son bureau dès le matin. Quand je me suis assis, Vincent n'a pas dit un mot. Il a juste pris une gorgée de son café noir et a fait glisser une élégante tablette argentée sur son grand bureau en chêne. Il m'a dit de la regarder attentivement. Il a dit que ses techniciens avaient effectué une vérification approfondie et complète des antécédents de Grégoire et de sa soi-disant nouvelle entreprise d'architecture. J'ai regardé l'écran. C'était un site web d'entreprise très soigné et extrêmement professionnel pour une entreprise appelée Grégoire et compagnie immobilier. Mon estomac a complètement fait un bond. L'image phare sur la première page, la bannière massive qui accueillait chaque visiteur, était une magnifique photo haute résolution prise par drone de ma maison, l'exacte maison que je venais de finir de construire. Sous la photo, la légende en gras disait « Notre siège social phare », un témoignage du luxe moderne et du design visionnaire du PDG Grégoire Alden. Je me suis senti malade. J'ai fait défiler la page. Il y avait des dizaines de photos intérieures, des photos de mon salon, de ma cuisine personnalisée, même du foyer en pierre que j'avais construit dans le jardin de mes propres mains. Grégoire avait clairement engagé un photographe immobilier professionnel pour s'introduire sur ma propriété la semaine dernière alors que j'étais absent pour terminer un chantier commercial à Marseille. Mais c'est devenu bien pire. Mes mains se sont mises à trembler de rage alors que Vincent tapait sur l'écran, naviguant vers la page « À propos ». Grégoire avait écrit une biographie massive et élogieuse sur lui-même. Il affirmait avoir géré avec succès plus de 50 millions d'euros de développement commerciaux au cours des 5 dernières années. Il énumérait 5 grands centres commerciaux de luxe et 2 parcs de bureaux d'entreprise. J'ai regardé l'écran avec incrédulité. C'était mes centres. C'était mes parcs de bureaux. Grégoire avait littéralement copié tout mon portefeuille professionnel, avait remplacé mon nom par le sien et le paradait sur Internet pour obtenir des financements. Vincent s'est penché en arrière dans sa chaise en cuir, la mâchoire serrée par une colère intense. Il a dit que ce n'était plus seulement un petit drame familial. Il a dit que c'était une fraude grave, une fraude électronique et un vol d'identité à grande échelle. Il m'a dit que ces gars avaient découvert que Grégoire envoyait activement des invitations physiques en relief doré à des dizaines d'investisseurs riches à travers la région, y compris le père milliardaire de Manon. Il les invitait à une grande fête de lancement et de pendaison de crémaillère à mon adresse exacte ce samedi. Grégoire allait utiliser ma maison, le travail de ma vie et mes réalisations pour escroquer des centaines de milliers d'euros à des investisseurs légitimes afin de se sauver, lui et mes parents, de la faillite. Vincent a claqué sa main durement sur le bureau, faisant teinter sa tasse de café. Il a dit que nous devions envoyer une lettre de mise en demeure immédiatement. Il voulait appeler la division de la cybercriminalité de la police et faire complètement retirer le site web avant que quiconque ne soit volé. Il a dit que nous devions protéger la réputation de mon entreprise. Je suis resté assis dans le bureau calme, regardant la photo de mon frère, souriant, arrogant et professionnel, sur l'écran. L'audace pure et simple était paralysante. Il croyait vraiment que je n'étais qu'un entrepreneur stupide et sans éducation qui ne le découvrirait jamais. Ou pire, il croyait que si je le découvrais, je supporterais simplement les abus et le laisserais faire comme je l'avais toujours fait. Il pensait que je protégerais le secret de famille. J'ai repoussé la tablette sur le bureau à Vincent. J'ai secoué lentement la tête. J'ai dit à Vincent non. J'ai dit, si nous envoyons une lettre légale maintenant, il dira simplement que c'était un stupide malentendu, retirera le site et jouera la victime. Mes parents le tireront encore une fois d'affaire, et il ne subira jamais de réelles conséquences. J'ai regardé Vincent droit dans les yeux et j'ai dit, laissez-le faire sa fête. Laissez-le inviter tous les milliardaires et les capital risqueurs. Laissez-le grimper jusqu'au sommet de son petit château de cartes. Et puis je vais lui retirer toute la table. Que se passe-t-il quand on laisse un voleur croire qu'il a commis le crime parfait? 1 heure plus tard, Vincent et moi étions assis dans la salle de conférence immaculée, glaciale et vitrée de Théo. Théo était mon avocat personnel, un avocat d'affaires très puissant qui était spécialisé spécifiquement dans le droit immobilier commercial et la fraude financière.
C'était un homme d'un calme terrifiant qui parlait très doucement, mais qui portait l'équivalent juridique d'un marteau-piqueur en titane. J'ai tout étalé sur la longue table en acajou, l'acte de propriété original, les relevés bancaires certifiés prouvant que j'avais personnellement payé 1,5 million d'euros pour le terrain et la construction. Et des impressions de haute qualité du site web frauduleux de Grégoire et de son portefeuille volé. Théo a examiné les documents en silence absolu. Le seul son dans la pièce était le bruissement des pages. Quand il a finalement levé les yeux, ses yeux étaient froids et très analytiques. Il a confirmé sans l'ombre d'un doute que Grégoire commettait de multiples crimes fédéraux. Mais ensuite, il a tendu la main dans sa mallette en cuir et en a sorti un dossier manille. Il a dit que son paralégal avait fouillé en profondeur les dossiers financiers de mes parents, essayant de comprendre exactement pourquoi ils étaient si désespérés de me forcer à quitter ma maison. Ce que Théo a révélé ensuite m'a fait pâlir complètement. Mes parents n'avaient pas seulement contracté des prêts personnels standards auprès d'une banque. Ils avaient eu recours à un prêteur privé incroyablement louche et prédateur. Ils avaient signé un contrat contraignant en utilisant l'intégralité de leur portefeuille de retraite, leur police d'assurance vie et le reste de l'équité de leur propre maison comme garantie. Ils avaient emprunté exactement 750 000 euros. Et le pire, ils avaient viré chaque centime directement sur le faux compte professionnel de Grégoire. Grégoire les avait convaincus qu'une fois que le père milliardaire de Manon aurait vu la maison et investi son capital risque, la nouvelle entreprise exploserait du jour au lendemain et il les rembourserait au décuple. Théo m'a regardé sombrement. Il a expliqué que si la fausse entreprise de Grégoire s'effondrait, mes parents feraient instantanément défaut. Ils perdraient leur retraite, leurs économies et se retrouveraient entièrement sans abri dans les 60 jours. Une vague massive de nausées m'a envahi. J'ai eu une fraction de seconde d'intense hésitation. J'ai réalisé que détruire complètement Grégoire devant ses investisseurs signifiait aussi détruire la vie financière de mes parents. C'était une condamnation à mort garantie pour leur avenir. Mais ensuite, mon esprit a repensé au sourire arrogant sur le visage de Grégoire. Je me suis souvenu de ma mère me regardant dans les yeux, me disant que je n'étais qu'un terrassier qui ne méritait pas une belle maison, exigeant que je sacrifie ma vie pour son ego. Ils avaient volontairement mis la corde au cou. Ils avaient financé sa fraude. Je n'allais plus être celui qui sauterait de la falaise pour les sauver. J'ai regardé Théo et lui ai dit de préparer un procès civil massif ainsi qu'un dossier épais et indéniable de preuves à remettre directement au procureur de la République pour des accusations criminelles. Je voulais que tout soit prêt, mais les papiers légaux n'allaient pas suffire pour samedi soir. J'avais besoin d'un contrôle physique absolu de ma propriété le moment venu. J'ai quitté le cabinet d'avocat et j'ai traversé la ville jusqu'à Solutions de sécurité d'élite. J'ai rencontré un homme nommé Marc, un ancien contractuel militaire bâti comme un mur de briques, portant un costume noir élégant. J'ai claqué un énorme chèque d'acompte sur son bureau et lui ai clairement expliqué la situation. Je lui ai dit que mon frère organisait un gala d'entreprise illégal et frauduleux dans ma résidence privée ce samedi soir, et que je devais le faire partir, lui, sa famille et ses invités de la manière la plus humiliante et légalement solide possible. Marc n'a même pas cligné des yeux. Il a affiché les plans architecturaux de ma maison sur son écran. Il m'a dit qu'il fournirait une équipe spécialisée de 4 agents hautement qualifiés. Ils seraient vêtus de costumes d'entreprise noirs. Il m'a assuré qu'il n'y aurait ni armes ni violence excessive, juste une intimidation physique écrasante et une conformité absolue. Nous avons cartographié toute la propriété, identifiant les angles morts, les principales zones de rassemblement dans le salon et les voies de sortie. J'ai remis à Marc une copie certifiée de l'acte de propriété et un ordre de non-entrée présigné et juridiquement contraignant autorisé par Théo. Je lui ai dit que lorsque je donnerais le signal, je voulais que Grégoire soit escorté physiquement hors de la porte d'entrée devant chaque investisseur qu'il essayait d'escroquer. En sortant du bureau de sécurité et en remontant dans ma camionnette, mes mains tremblaient. Pas de peur, mais d'une pure adrénaline. L'arme était entièrement chargée. Tout ce que j'avais à faire maintenant était de tendre le piège et d'attendre. Le jeudi matin, exactement 2 jours avant la fausse fête de lancement de Grégoire, je me suis assis dans ma camionnette et j'ai ouvert mon téléphone. Je devais m'assurer qu'il se sentait en toute sécurité pour poursuivre leur escroquerie. J'ai envoyé un SMS au groupe de discussion familiale principal. J'ai gardé mon ton bref, stressé et décontracté. J'ai écrit « Salut, un énorme projet commercial vient d'échouer à Paris. Je dois m'envoler immédiatement pour gérer la crise et serai parti pendant au moins 10 jours. Je laisse la porte du patio latéral déverrouillée pour l'équipe de nettoyage qui viendra lundi. Alors,
s'il vous plaît, n'y allez pas et ne touchez pas au système d'alarme pendant mon absence. » C'était l'appât absolument parfait. Je suis resté assis là à regarder l'écran. En 5 minutes, j'ai vu les accusés de lecture apparaître, mais le chat est resté complètement silencieux. Ni ma mère, ni mon père, ni Grégoire n'ont répondu pour me souhaiter un bon vol. Je savais exactement ce qu'ils faisaient. Ils appelaient frénétiquement des traiteurs haut de gamme, des services de voituriers et des fleuristes de luxe, confirmant que la voie était totalement libre pour samedi soir. Ils pensaient que j'étais à des milliers de kilomètres, complètement inconscient de leur grand plan. Le samedi soir, le soleil a commencé à se coucher sur les collines occitanes, projetant une belle lueur dorée sur ma propriété. Mais je n'étais pas à Paris. J'étais assis à l'arrière d'un fourgon de surveillance noir aux vitres fortement teintées, garé à exactement 2 pâtés de maison de ma maison, caché derrière une épaisse rangée de chênes. Marc et ses 3 imposants agents de sécurité étaient à l'arrière du fourgon avec moi. L'espace sombre brillait de la lumière bleue de 3 moniteurs haute définition distincts. J'avais secrètement installé des caméras intelligentes cachées dans le salon principal, la cuisine et le patio arrière avant de feindre mon départ. Je suis resté assis dans le fourgon, la climatisation ronronnant bruyamment, et j'ai regardé les écrans à l'arrivée des traiteurs. Ils ont dressé d'élégantes pyramides de verres de champagne et d'amuse-gueule coûteux sur mon îlot de cuisine. J'ai regardé un service de voituriers professionnels s'installer au bas de mon allée. Puis les invités ont commencé à arriver. Des voitures de luxe, des Mercedes, des Bentley et des Porsche sont arrivés une par une. Des hommes en costumes impeccables et des femmes en superbe robe de soirée sont descendus, marchant sur le chemin de pierre que j'avais posé de mes propres mains nues. Et il y avait Grégoire. Il se tenait juste devant ma porte d'entrée, portant un smoking sur mesure, tenant un verre de champagne. Manon s'accrochait à son bras, ressemblant à une reine fière saluant ses sujets. Mes parents volaient autour de la pièce, serrant la main d'investisseurs riches, pointant les plafonds voûtés et l'éclairage personnalisé, agissant comme s'ils étaient le patriarche et la matriarche d'un immense empire immobilier. J'ai zoomé la caméra directement sur le visage de Grégoire. Il riait, entrechoquant des verres avec le père de Manon, un redoutable capital risqueur milliardaire aux cheveux argentés gominés. Grégoire pointait les murs porteurs, expliquant clairement son processus de conception visionnaire. Il s'attribuait activement le mérite de mon sang, de ma sueur et de mes 3 années de labeur épuisant. Marc était assis à côté de moi dans le fourgon, ses bras massifs croisés, fixant intensément les moniteurs. Il m'a regardé, le visage impassible, et m'a demandé « Vous voulez y aller maintenant, patron ?» J'ai regardé Grégoire sourire au milliardaire. J'ai regardé ma mère essuyer une fausse larme de fierté en regardant son enfant chéri. La colère en moi était une chose vivante et respirante, me griffant la poitrine. Mais je l'ai retenue. Je voulais que la pièce soit complètement pleine. Je voulais que chaque personne dont Grégoire convoitait désespérément le respect soit présente dans le salon lorsque la vérité éclaterait. J'ai serré la poignée froide de la porte du fourgon. C'était incroyablement réconfortant. J'ai regardé Marc et j'ai secoué la tête. Pas encore, j'ai murmuré, ma voix dure. Laissez-le finir son discours. Je suis resté assis à l'arrière de ce fourgon de surveillance étouffant pendant 45 minutes supplémentaires, regardant le summum absolu de l'illusion de mon frère se dérouler sur les écrans lumineux. Le salon de ma villa d'1,5 million d'euros était rempli d'au moins 50 des investisseurs les plus riches de la région occitane. Des serveurs en chemises blanches impeccables se frayaient un chemin à travers la foule, portant des plateaux d'argent chargés de caviar et de champagne millésimé. L'éclairage ambiant que j'avais personnellement câblé et programmé projetait une lueur chaude et coûteuse sur tout. Cela ressemblait exactement à un gala d'entreprise de la haute société, ce qui était exactement ce que Grégoire voulait. Il voulait avoir l'air d'un prodige. Il voulait avoir l'air d'un titan autodidacte de l'industrie immobilière commerciale. Grâce au microphone caché que j'avais placé près de l'îlot de cuisine, l'audio passait par les haut-parleurs du fourgon, d'une clarté cristalline. J'ai vu Grégoire monter sur la plateforme légèrement surélevée près de l'escalier flottant sur mesure. Il a saisi une cuillère en argent et l'a tapotée doucement contre sa flûte de champagne en cristal. Le cliquetis aigu a immédiatement fait taire la pièce. La douce musique jazz s'est estompée en arrière-plan. Chaque milliardaire, capital risqueur et mondain a tourné son attention vers mon frère de 24 ans. Grégoire a éclairci sa gorge, a affiché son sourire charismatique et incroyablement entraîné, et a commencé son discours. Il a remercié tout le monde d'être venu au lancement officiel de
Grégoire et compagnie immobilier, et au dévoilement de son tout nouveau quartier général personnel. Il a raconté une histoire complètement fabriquée et incroyablement insultante sur la façon dont il avait passé les 5 dernières années à travailler d'arrache-pied, à concevoir des espaces commerciaux et à se battre contre les commissions de zonage de la ville pour construire son empire. Il a littéralement regardé le père milliardaire de Manon droit dans les yeux et a parlé de la valeur du travail acharné, de l'intégrité et de la construction d'une fondation à partir de rien d'autre qu'un rêve et une table à dessin. J'ai senti ma mâchoire se serrer si fort que mes dents se sont entrechoquées. Il se tenait sur mes sols en marbre italien sous mes plafonds voûtés sur mesure, utilisant ma véritable histoire de vie pour impressionner une pièce remplie d'étrangers. Il a même souligné des détails architecturaux spécifiques comme les poutres en acier renforcé et la matrice énergétique durable que j'avais conçue, les expliquant avec la confiance sereine d'un homme qui savait réellement de quoi il parlait. Manon le regardait avec une adoration absolue. Ma mère et mon père se tenaient près de l'avant de la foule, rayonnant de tant de fierté qu'ils semblaient sur le point d'éclater. Ma mère a essuyé une larme. Mon père a hoché la tête avec savoir aux autres investisseurs jouant le rôle du père humble qui avait élevé un génie. Le contraste entre la façade riche et soignée que Grégoire projetait et la réalité pathétique et frauduleuse de son existence était stupéfiant. C'était un garçon qui n'avait jamais manié un marteau. C'était un garçon qui avait vidé les comptes de retraite de ses parents et les avait forcés à contracter un prêt prédateur de 750 000 € juste pour louer les meubles de cette fausse fête. C'était un parasite complet, debout à l'intérieur de l'autre qu'il essayait de tuer, exigeant des applaudissements. Quand Grégoire a terminé son discours, la salle a éclaté en applaudissements. Le père de Manon, le capital risqueur aux cheveux argentés, s'est avancé et a annoncé bruyamment qu'il était incroyablement impressionné par la vision de Grégoire. Il a dit que tout jeune homme capable de construire un chef-d'œuvre comme cette villa à un si jeune âge était exactement le genre de talent agressif et visionnaire que son entreprise voulait soutenir. Il a levé son verre et a officiellement annoncé qu'il signerait un investissement de démarrage de 500 000 € dans l'entreprise de Grégoire le lundi matin. La foule a de nouveau applaudi. Grégoire avait l'air d'avoir conquis le monde entier. Il a embrassé Manon, a serré la main du milliardaire et a levé son verre en triomphe absolu. J'ai regardé Marc, l'imposant entrepreneur en sécurité assis à côté de moi. Son visage était complètement impassible, mais je pouvais dire que même lui était dégoûté par l'audace du mensonge que nous regardions. J'ai tendu la main dans ma poche et j'ai sorti mon téléphone. J'ai ouvert mon application domotique. Mon pouce a plané au-dessus du bouton de contrôle principal. Je l'avais laissé grimper jusqu'au sommet de la montagne. Il avait la fille. Il avait l'argent. Il avait la fierté de nos parents. Et il avait le respect des hommes les plus puissants de la ville. Il était au sommet absolu de toute sa vie. J'ai regardé Marc et j'ai finalement donné l'ordre. Je lui ai dit qu'il était temps de démolir la maison. Marc a hoché la tête, a appuyé sur le bouton de sa radio à l'épaule et a dit à ses 3 agents de se déplacer. Êtes-vous prêts à voir ce qui se passe lorsque le véritable propriétaire franchit la porte d'entrée? Nous sommes sortis du fourgon de surveillance et dans la chaude nuit occitane. L'air était épais et humide. Marc et ses 3 agents ont formé une formation en diamant serré et professionnelle autour de moi alors que nous marchions dans la rue et nous approchions des immenses portails en fer au bas de mon allée. Les voituriers, 2 étudiants en gilet rouge, se sont précipités pour nous arrêter. Mais Marc a juste montré son badge de sécurité et leur a jeté un regard si terrifiant qu'ils ont instantanément reculé. Nous avons monté la longue allée sinueuse en béton. À chaque pas que mes lourdes bottes faisaient, la colère dans ma poitrine s'est durcie en quelque chose d'entièrement froid et calculé. Je n'étais plus le frère aîné invisible et négligé. J'étais le propriétaire unique du sol sur lequel nous marchions, et j'étais sur le point d'exécuter une expulsion impeccable. Lorsque nous avons atteint les immenses doubles portes d'entrée, elles étaient grandes ouvertes pour laisser entrer la brise du soir. La fête battait son plein. Des rires, de la musique jazz et le tintement de verres coûteux s'échappaient sur le porche. Je me suis arrêté juste au seuil. J'ai sorti mon téléphone, j'ai ouvert l'application domotique, et j'ai appuyé sur le bouton de dérogation principal. Instantanément, la douce musique jazz s'est coupée avec un bruit électronique sec. L'éclairage ambiant chaleureux de la fête s'est complètement éteint, remplacé une seconde plus tard par l'éblouissante lumière blanche clinique des projecteurs de sécurité haute intensité à l'intérieur de la maison. Le changement soudain d'atmosphère a été si violent et abrupt que toute la pièce est devenue complètement silencieuse. 50 riches investisseurs ont cessé de parler. Les gens ont baissé leurs verres de champagne. Chaque tête dans le vaste salon s'est tournée vers la porte d'entrée.
Je suis entré. Je ne portais pas de smoking. Je portais mon jean de travail foncé, un t-shirt noir et mes bottes de chantier usées à bout en acier. J'avais l'air complètement déplacé dans une mer de richesse de la haute société. Mais je marchais avec l'autorité absolue d'un homme qui possédait l'air même qu'il respirait. Marqués, les 3 hommes massifs en costume d'entreprise noire se sont déployés juste derrière moi, leurs mains jointes professionnellement devant eux, créant un mur impénétrable de muscles. La foule s'est naturellement séparée comme la mer Rouge alors que je traversais directement le salon vers l'îlot de cuisine. Je n'ai pas regardé les investisseurs. J'ai croisé le regard directement avec Grégoire. Le sourire triomphant et arrogant a complètement disparu de son visage dès qu'il m'a vu. Il a en fait trébuché en arrière d'un pas, renversant presque un plateau d'amuse-gueule coûteux. Toutes les couleurs ont fui son visage jusqu'à ce qu'il ressemble à un fantôme. Manon avait l'air confuse. Mes parents, qui se tenaient juste à côté du capital risqueur milliardaire, ont complètement figé. Ma mère a laissé échapper un petit halètement horrifié, couvrant sa bouche avec ses mains. Le visage de mon père est devenu rouge brique d'une fureur paniquée instantanée. Je me suis arrêté juste devant l'îlot de cuisine. J'ai plongé la main dans la poche de ma veste, j'ai sorti un dossier épais et lourd et l'ai claqué sur le comptoir en granit blanc. Le bruit a résonné comme un coup de feu dans la pièce silencieuse. J'ai regardé Grégoire. Le silence était si lourd qu'on aurait pu entendre une épingle tomber. J'ai parlé d'une voix parfaitement calme, parfaitement stable, mais assez forte pour que chaque milliardaire de la pièce puisse l'entendre. J'ai dit, « Bienvenue chez moi, tout le monde. Les meubles loués sont fantastiques, Grégoire. Mais le contrat de construction de cette villa d'1,5 million d'euros m'appartient. Et l'acte de propriété aussi. » Grégoire a commencé à bégayer de manière incontrôlable. Il a regardé frénétiquement Manon, puis son père milliardaire, puis de nouveau moi. Il a essayé de rire, un son aigu et désespéré. Il a pointé un doigt tremblant vers moi et a dit à la foule que j'étais juste un ancien entrepreneur mécontent qui faisait une dépression nerveuse. Il a supplié les gardes de sécurité de me retirer, mais Marc s'est avancé, sa silhouette massive dominant Grégoire. Marc a calmement annoncé à la pièce qu'ils étaient des solutions de sécurité d'élite retenues par le propriétaire légal de la propriété, Monsieur Clément Alden, pour retirer un intrus hostile qui commettait actuellement une fraude d'entreprise. Mon père a bondi en avant, me saisissant le bras, sa voix un murmure frénétique et venimeux. Il m'a dit d'arrêter ça immédiatement, que je ruinais tout, que je détruisais la famille. J'ai baissé les yeux sur sa main sur mon bras, puis je l'ai regardé droit dans les yeux. Je lui ai dit qu'il avait exactement 2 minutes pour retirer ses mains de ma propriété ou il serait jeté sur la pelouse avec le reste des ordures. J'ai repoussé sa main. Le changement de pouvoir absolu dans la pièce était palpable. Je ne faisais pas seulement irruption dans une fête. J'exécutais une prise de contrôle de ma propre vie. Grégoire était en mode panique totale maintenant. Il a essayé d'attraper le dossier sur le comptoir en granit, mais j'ai claqué ma main dessus. J'ai regardé le père de Manon, le milliardaire aux cheveux argentés qui venait de promettre d'investir 500 000 € dans le faux empire de Grégoire. Le vieil homme observait la scène avec des yeux plissés et très calculateurs. J'ai fait glisser le dossier sur le comptoir directement vers le milliardaire. Je lui ai dit qu'il voudrait peut-être lire le contenu avant de signer des chèques lundi matin. Je lui ai dit qu'il contenait l'acte de propriété notarié à mon nom, les relevés bancaires prouvant que j'avais personnellement payé toute la construction et l'ordre de cessation et d'abstention de mon avocat d'affaires concernant le site web frauduleux de Grégoire, qui avait complètement plagié l'ensemble de mon portefeuille immobilier commercial de 10 ans. Le milliardaire a posé son verre de champagne. Il a ouvert le dossier. Toute la pièce a regardé dans un silence absolu et haletant tandis que ses yeux parcouraient les documents. On pouvait physiquement sentir la température dans la pièce chuter alors que la vérité s'installait. L'homme a refermé le dossier. Il a regardé Grégoire. Le dégoût sur son visage était absolu. Il s'est tourné vers sa fille, Manon, qui se tenait là, tremblante, les larmes ruinant son maquillage coûteux. Il a dit à Manon d'aller chercher son manteau parce qu'il partait immédiatement et que les fiançailles étaient officiellement terminées. Grégoire a laissé échapper un sanglot déchirant. Il est tombé à genoux là, sur le sol en marbre italien importé. Il a essayé de saisir l'ourlet de la robe de Manon, la suppliant d'écouter, jurant qu'il essayait juste de construire un avenir pour eux, que sa famille allait finalement lui transférer la maison. Mais Manon a arraché sa robe de lui, le regardant comme s'il était un rat malade et est sorti par la porte d'entrée avec son père.
Ce fut le point de rupture. L'illusion était complètement brisée. Le reste des riches investisseurs dans la pièce a commencé à murmurer bruyamment, posant leurs verres, prenant leur manteau et se dirigeant vers la porte. Ils ont réalisé qu'ils se trouvaient au milieu d'une scène de fraude fédérale massive. Ma mère s'est effondrée contre mon père, hurlant de manière incontrôlable. Mon père tremblait de rage pure, me regardant comme s'il voulait me tuer. Il a hurlé que je venais de détruire toute la vie de Grégoire. Que la famille de Manon était leur seul moyen de sortir de l'énorme dette qu'ils avaient contractée. Il a hurlé que j'étais un monstre pour avoir fait ça devant tout le monde. Je n'ai pas scié. Je n'ai pas élevé la voix. J'ai simplement regardé mon père et lui ai dit que Grégoire avait détruit sa propre vie au moment où il avait décidé de voler mon identité et que leur ruine financière était la conséquence directe d'avoir misé leur retraite sur un menteur. J'ai regardé Marc et j'ai fait un dernier signe de tête. Marc et ses agents sont intervenus sans faille. 2 gardes massifs ont attrapé Grégoire par les bras, le soulevant du sol. Grégoire a commencé à donner des coups de pied et à se débattre, hurlant mon nom, me maudissant jusqu'en enfer, pleurant hystériquement alors qu'il renversait une énorme tour de verre de champagne en cristal. Les verres se sont brisés sur le sol, une métaphore parfaitement chaotique pour toute sa vie. Les gardes s'en fichaient. Ils l'ont traîné en arrière, ses chaussures de designer coûteuses glissant sur le champagne renversé et le verre brisé. Mes parents ont essayé d'intervenir, mais les 2 autres agents de sécurité se sont placés devant eux, utilisant leur corps massif pour bloquer doucement mais fermement leur chemin, les forçant à reculer vers la sortie. Ma mère hurlait que j'étais un fils maléfique et vindicatif. Je suis resté parfaitement immobile au centre de mon immense salon, regardant l'équipe de sécurité traîner physiquement mon frère, l'enfant chéri, le faux PDG, hors de la porte d'entrée de ma maison et le jeter sur la pelouse parfaitement entretenue. J'ai marché lentement jusqu'à la porte d'entrée et je les ai regardés. Grégoire était assis dans l'herbe, sanglotant dans ses mains. Mes parents étaient agenouillés à côté de lui dans l'obscurité. Je leur ai dit que la police était déjà en route et qu'ils avaient exactement 1 minute pour quitter ma propriété avant que je ne porte plainte pour effraction et entrée illégale. J'ai fermé la lourde porte en chêne et je l'ai verrouillée. Le silence qui est tombé sur la maison était le plus beau son que j'ai jamais entendu. Merci beaucoup d'avoir regardé si loin dans l'histoire. Si vous êtes toujours là, veuillez laisser un commentaire avec le mot exact, terminé, ci-dessous. C'est le code secret pour les vrais fans de cette chaîne, et je promets de personnellement aimer et répondre à chaque commentaire qui inclut le mot « terminé ». Cela aide vraiment l'algorithme, et je vous apprécie tous tellement. 10 minutes après que j'ai verrouillé la porte d'entrée, les lumières rouges et bleues clignotantes de 3 véhicules de la gendarmerie nationale de Sainte-Claire ont illuminé les immenses baies vitrées de mon salon. J'avais demandé à mon avocat, Théo, d'organiser à l'avance une intervention de la police à mon adresse pour signaler un événement de fraude d'entreprise massive dans une situation d'intrusion hostile. J'ai déverrouillé la porte et je suis sorti sur le porche. L'inspecteur Gauthier, un officier vétéran sans fioriture à qui j'avais parlé plus tôt cet après-midi-là, se tenait déjà sur ma pelouse. Ces agents avaient séparé Grégoire, mon père et ma mère. Grégoire était assis sur le trottoir, son costume coûteux ruiné, la tête enfouie entre ses genoux, complètement catatonique. Mon père se disputait furieusement avec un officier, agitant les bras, essayant désespérément d'expliquer que tout cela n'était qu'un énorme malentendu familial, une simple erreur de communication concernant un cadeau de diplôme. J'ai descendu les marches et j'ai remis à l'inspecteur Gauthier le même dossier Manille que j'avais montré au milliardaire. J'ai dit au détective que ce n'était pas un litige familial. Je lui ai dit que c'était une tentative préméditée de soutirer des centaines de milliers d'euros à des investisseurs privés en utilisant mon portefeuille volé, ma signature falsifiée et ma propriété physique. J'ai pointé Grégoire du doigt et j'ai déclaré clairement que je voulais porter toutes les accusations pour intrusion criminelle, vol d'identité et fraude électronique. L'inspecteur Gauthier a examiné les documents. Il a vu les impressions du faux site web, les fausses cartes de visite que Grégoire avait imprimées et l'acte de propriété à mon nom. Il a hoché lentement la tête, s'est approché de Grégoire, l'a tiré sur ses pieds et lui a passé les menottes en acier froid. Quand ma mère a entendu le clic métallique des menottes, elle a complètement perdu la tête. Elle a couru vers l'inspecteur, criant qu'il ne pouvait pas arrêter son petit garçon, que Grégoire était un génie avec un master, qu'il allait devenir PDG. L'inspecteur a levé la main et l'a averti sévèrement de reculer ou elle serait arrêtée pour entrave à une enquête policière. Mais c'est alors que la réalité de la situation s'est finalement brutalement écrasée sur mon père.
Tandis qu'il regardait Grégoire être poussé à l'arrière du véhicule de police, l'adrénaline de sa colère s'est estompée, laissant derrière elle une panique terrifiante et absolue. Mon père m'a regardé, les yeux grands et vides. Il a trébuché vers moi, s'arrêtant juste au bord du ruban de police. Sa voix tremblait de manière incontrôlable. Il a dit, « Clément, s'il te plaît. Tu dois leur dire d'arrêter. Si Grégoire va en prison, sa fausse entreprise fera faillite. Si son entreprise fait faillite, le prêteur privé va prendre notre maison. Nous avons contracté un prêt de 750 000 €. Nous lui avons donné toute notre retraite. Il ne nous reste absolument plus rien. Si tu fais ça, ta mère et moi nous retrouverons à la rue. » J'ai regardé l'homme qui avait vendu ma camionnette quand j'avais 19 ans. J'ai regardé l'homme qui avait ri de mes mains calleuses à la table de Thanksgiving. J'ai regardé l'homme qui avait exigé que je lui cède ma maison d'1,5 million d'euros quelques jours auparavant. Je n'ai pas crié. Je ne l'ai pas raillé. Je l'ai juste regardé avec une indifférence complète et absolue. Je lui ai dit qu'il avait fait un terrible investissement et que dans le monde de l'immobilier commercial, quand on soutient un actif frauduleux, on perd tout. Je lui ai dit que 750 000 € était un prix très élevé à payer pour découvrir que son enfant chéri était complètement inutile. Je lui ai tourné le dos, j'ai monté les escaliers et je suis rentré chez moi. Je les ai laissés debout sur la pelouse, regardant le véhicule de police s'éloigner avec tout leur avenir enfermé à l'arrière. La dévastation absolue de réaliser que leur favoritisme aveugle et toxique les avait littéralement ruinés, était une punition bien pire que tout ce que j'aurais pu prévoir. Les retombées absolues le lendemain matin ont été exactement aussi chaotiques et toxiques que je m'y attendais. Je me suis réveillé dans ma grande chambre principale, je me suis versé une tasse de café noir coûteux et j'ai regardé mon téléphone. J'avais 97 messages textes non lus et 14 appels manqués. Les singes volants avaient été officiellement déployés. La nouvelle s'était répandue comme une traînée de poudre dans la famille élargie. Mes tantes, mes oncles et mes cousins, des gens qui ne m'avaient pas parlé depuis 5 ans, agissaient soudainement comme les arbitres moraux de l'univers. Tante Lynn m'a envoyé un énorme paragraphe me traitant de monstre au sang-froid. Elle a dit que la famille est censée se protéger mutuellement et qu'envoyer son propre frère en prison et laisser ses parents perdre leur maison pour une simple erreur était purement diabolique. Mon cousin Marc a laissé un message vocal disant que j'étais juste jaloux du master de Grégoire et que j'utilisais mon argent sale de la construction pour les intimider. Ils exigeaient tous que je retire les charges immédiatement, que je rembourse le prêt prédateur de mes parents et que je m'excuse publiquement auprès de Grégoire pour l'avoir humilié devant sa fiancée. Ils agissaient comme si j'étais le méchant pour avoir refusé d'être la victime. J'étais assis à l'îlot de ma cuisine, sirotant mon café et lisant chaque message. Je ne ressentais pas une seule once de culpabilité. Dans le passé, ce genre de pression familiale écrasante m'aurait écrasé. J'aurais cédé, je me serais excusé et j'aurais ouvert mon chéquier juste pour faire cesser les cris. Mais j'en avais fini. J'ai ouvert le grand groupe de discussion familiale qui comptait plus de 30 membres. Je n'ai pas écrit une longue défense émotionnelle. Je n'ai pas essayé d'expliquer mes sentiments ou de mendier leur compréhension. Au lieu de cela, j'ai téléchargé 3 fichiers spécifiques. Premièrement, j'ai téléchargé le rapport de police détaillant la fraude criminelle et le vol d'identité de Grégoire. Deuxièmement, j'ai téléchargé les captures d'écran du faux site web de Grégoire où il a ouvertement plagié tout mon portefeuille commercial de 10 ans. Et troisièmement, j'ai téléchargé le document de prêt montrant que mes parents avaient volontairement renoncé à 750 000 € de leur propre argent pour financer une entreprise criminelle. Sous ces 3 documents, j'ai tapé un seul message très calculé. J'ai écrit « Grégoire risque jusqu'à 10 ans de prison fédérale pour fraude envers des investisseurs. Maman et papa sont en défaut sur un prêt massif et perdront leur maison dans 60 jours. Si l'un de vous croit vraiment au pouvoir de la famille, si vous pensez que Grégoire est un si bon enfant, je vous encourage vivement à vous cotiser pour rembourser leur dette de 750 000 € et à engager un avocat pénaliste pour Grégoire. Mon compte bancaire est officiellement fermé à cette famille pour toujours. Ne me contactez plus jamais. » J'ai appuyé sur envoyer. Ensuite, je suis allé dans les paramètres de mon téléphone, j'ai complètement supprimé le groupe de discussion et j'ai bloqué chacun de leurs numéros. Le silence qui a suivi était une perfection absolue. Je savais pertinemment qu'aucune de ces tantes ou oncles hypocrites n'ouvrirait réellement son portefeuille pour sauver mes parents. Ils ne se souciaient de la loyauté familiale que lorsque c'était mon argent qui était dépensé et ma vie qui était détruite. En leur imposant le fardeau financier,
j'ai complètement brisé leur supériorité morale. J'ai repris tout le pouvoir et j'ai verrouillé la porte derrière moi. 6 mois se sont écoulés depuis cette nuit explosive. La poussière est enfin retombée et le paysage de ma vie est complètement différent. Grégoire a conclu un accord de plaidoyer pour éviter un procès public massif. Il a été condamné à 5 ans de prison fédérale pour fraude électronique et usurpation d'identité. Manon ne lui a plus jamais parlé et son père a en fait fini par investir ses 500 000 € dans ma société commerciale légitime après avoir réalisé que j'étais le véritable architecte derrière le portefeuille. Mes parents, fidèles à la nature brutale des prêts prédateurs, ont complètement fait défaut sur leurs prêts. La banque a saisi leur maison. Ils ont dû déclarer une faillite absolue et déménager dans un petit appartement exigu d'une chambre dans un quartier très difficile de la ville. Ils ont essayé de me contacter une fois par l'intermédiaire de mon avocat, Théo, demandant une petite allocation mensuelle pour les aider à acheter des provisions. Théo, agissant sur mes ordres stricts, leur a simplement envoyé une photocopie du reçu du jour où ils avaient vendu ma camionnette Renault quand j'avais 19 ans avec une note disant que la dette avait déjà été payée en totalité. Ce soir, je suis assis seul sur le grand balcon vitré de ma villa d'1,5 million d'euros. L'air nocturne occitan est frais et paisible. Je contemple les lumières scintillantes de la ville en contrebas. Je bois un verre de whisky, le même whisky cher que mon père buvait lorsqu'il a essayé de me voler cette maison. Certaines personnes pourraient regarder mon histoire et penser que je suis complètement impitoyable. Elles pourraient dire que peu importe à quel point ils étaient toxiques, ils étaient toujours mon sang et j'aurais dû leur montrer de la miséricorde. Mais alors que je suis assis ici, entouré de la paix tranquille d'une vie que j'ai construite de mes propres mains, je comprends enfin la vérité ultime sur les familles toxiques. Le pardon ne signifie pas se laisser utiliser comme un bouclier humain pour les échecs de quelqu'un d'autre. La loyauté ne signifie pas se mettre le feu juste pour garder ses agresseurs au chaud. Pendant 30 ans, je me suis permis d'être le fondement invisible sur lequel ils se sont tenus pour élever Grégoire. Dès que je me suis écarté, leur monde entier s'est effondré. Ce n'était pas ma faute. C'était la gravité. Je n'ai pas détruit ma famille. La vérité les a détruits. Tout ce que j'ai fait, c'est refuser de mentir davantage. Maintenant, je me réveille chaque matin sans aucune anxiété. Personne ne me demande mon argent. Personne ne dénigre mon travail acharné. Personne n'essaie de voler mes réalisations. J'agrandis ma société immobilière commerciale. Je conçois de nouveaux bâtiments incroyables. Et je vis enfin ma vie exactement selon mes propres termes. Ma maison n'est pas seulement un bâtiment fait de pierre et d'acier importé. C'est un monument massif et impénétrable à mon propre respect de soi.